on se retrouve sur la chaîne YouTube de l'étudiant pour un nouveau corrigé. Il s'agit cette fois du bac de philo toujours pour les séries technologiques, bac 2021, qui a donc été aménagé comme vous le savez. Vous avez un sujet de dissert en plus pour justement essayer de couvrir tous les programmes. Au miracle, c'est le cas. En bac techno, vous avez de la chance. Tout le programme, quasiment, hein, ou même, enfin, toutes les notions en tout cas sont évoquées dans les sujets, qui restent assez classiques, plutôt pas forcément simple, mais du classique de la philo. Gilles Verviche est professeur de philo et agrégé. Bonjour Gilles. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour nous aider à proposer des corrigés, voir un peu ce qu'on aurait pu faire. Des pistes. Des pistes, ouais, parce qu'évidemment, c'est pas une science exacte. On va aller dans l'ordre, on va commencer par le sujet 1. Premier sujet, dissertation. Ouais. Est-il toujours injuste de désobéir aux lois? Un sujet sur la justice. Alors comment il fallait le prendre? Alors il fallait le prendre bien parce que c'est un sujet classique. Alors il a le double avantage, de coller assez à l'actualité, hein. Bon, ça fait quand même 18 mois que tout le monde se demande s'il faut obéir ou pas aux lois et aux restrictions de nos libertés. Et puis en même temps, un sujet classique d'un point de vue philosophique, cours de philo. Alors il se trouve qu'historiquement, la justice était plutôt liée avec le droit. Là, le terme de droit a disparu dans le programme, mais finalement on retrouve un peu le même genre de sujet. Donc est-il toujours injuste de désobéir aux lois? Donc sujet classique sur la justice. Le piège, c'est de ne pas dire des fois oui, des fois non, hein, parce que si vous dites que des fois oui, ben, ça veut dire que non, il n'est pas toujours injuste de désobéir aux lois. Enfin, les candidats ne se rendent jamais compte de ça, hein, que s'ils répondent ça dépend, en fait, ils répondent à la question. Est-il toujours injuste de désobéir aux lois? Ça veut dire que, parce on va lire sans doute, question classique, est-ce que des fois on peut désobéir par exemple, si le port du masque obligatoire sert à rien à l'extérieur, etc., etc. Ici, si on dit que des fois on peut désobéir, alors ça veut dire que il n'est pas toujours injuste de désobéir aux lois. Voilà. Alors la question derrière, il y a un double problème, si vous voulez, hein. C'est à la fois théorique et pratique. Est-ce que en théorie, on peut décréter qu'une loi est injuste? Le problème étant, si on dit qu'une loi est injuste, alors que c'est la loi qui est censée fixer ce qui est juste ou pas, au nom de quelle valeur on peut dire que la loi est injuste? Voilà, hein. Sachant que pour chacun d'entre nous, on va trouver une loi qui nous paraît juste ou injuste. Donc théoriquement, si on commence à dire qu'on peut désobéir à une loi injuste, ça présuppose qu'on est capable de juger du juste et de l'injuste indépendamment des lois. Ça, c'est le problème théorique. Voilà. Y a-t-il un savoir du juste et de l'injuste en dehors des lois? Et ensuite, problème pratique, quand bien même on pourrait juger qu'une loi est injuste, est-ce que le fait de désobéir est juste ou pas? Voilà, donc il y a une double... hein, c'est un beau sujet intéressant, hein, voilà, on a tout de suite paragraphe 1 et 2 de problème théorique et pratique. Voilà. Y a-t-il un savoir du juste? Est-ce que le fait de désobéir est juste ou pas? Alors, bon, on pouvait commencer peut-être, comme je le répète, on commence par ce qui paraît le plus évident. Est-il toujours injuste de désobéir à la loi? Je pense que le plus évident, pour le sens commun, surtout après ces 18 mois de confinement, c'est que non, c'est pas toujours injuste, voilà, hein, et que on vit en absurdistan, là, en plus, voilà. Alors bon, grand 1, Thoreau, hein, Henry David Thoreau, la désobéissance civile, voilà, qui va vous donner toutes les bonnes raisons de désobéir, en particulier que au-dessus de la loi, il y a ma conscience morale, voilà, il dit Thoreau, donc, qui a inventé la notion de désobéissance civile, j'ai le devoir de faire tout ce que ma conscience me commande. Voilà. Donc, j'ai même pas dit ça. La problématique, je ne l'ai pas dit, la problématique, c'est ça, c'est est-ce que la loi est la norme suprême du juste et de l'injuste? Voilà. Est-ce que la loi, c'est la norme suprême du juste et de l'injuste? Pour Thoreau, non. Hein, c'est ma conscience morale. Transition, évidemment, le problème, c'est que la morale de chacun est différente. Donc, si chacun commence à obéir, désobéir selon ce qui lui paraît juste ou injuste, hein, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Voilà. Deuxième partie, donc plutôt, malgré les apparences, c'est plutôt dangereux. Là, on peut penser à Platon, hein, dans le Criton. Platon, qui vous dit qu'il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. C'est pas parce que vous allez désobéir à une loi injuste que ça sera juste ce que vous faites, voilà, et qui raconte que
dans la dernière mythe de Socrate, on lui propose de s'exiler avant d'être condamné à mort. Et il dit, ben non, je reste, je vais subir mon exécution, parce que moi qui me suis comporté comme un philosophe toute ma vie, c'est pas le jour où je vais être condamné que je vais dire, je vais renier les lois qui m'ont fait de moi ce que je suis. Voilà, donc il y a un passage assez connu dans le Criton qui montre que il faut obéir aux lois, même quand elles sont injustes envers moi-même, sans condition. Donc ça va vraiment dans ce sens-là, voilà. Et puis, bah, troisième partie, position critique peut-être de Kant, hein, qui nous dit que effectivement la loi s'adresse à un individu libre et conscient, mais qu'il y a peut-être d'autres manières. Il y a d'autres manières de s'opposer à une loi qu'en lui désobéissant. Voilà. Alors juste pour, moi sur le mot injuste, j'aimerais comprendre, est-ce que l'injustice d'une loi elle est déterminée par une personne même ou est-ce que justement c'est déterminé socialement et est-ce que sur l'injustice, si on dit l'utilité, est-ce qu'on décrète qu'une loi est utile ou inutile? On pense justement au masque, au couvre-feu, Voilà, parce que ça c'est vraiment voilà. dans l'actu très chaude. Est-ce que ça, c'est bien d'aller sur ce terrain ou c'est hors sujet complètement? Non, c'est pas hors sujet complètement. Alors d'abord, effectivement, sur la définition du juste et de l'injuste, bon, la justice, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Voilà. Bon. Ouais. Après, qu'est-ce qui est dû à chacun là, hein, si on était d'accord, il n'y aurait pas d'égard dans le monde. Hein. Donc, alors, c'est le problème quand vous demandez est-ce que c'est plutôt social, est-ce que c'est chaque individu, c'est le problème, voilà, parce que ça résout pas tellement. Voilà, la morale est au mieux relative à une société, et encore, ça va être différent d'une société à l'autre. Au pire, subjectif, propre à chaque individu. Donc, en tout cas, c'est relatif, voilà, que ce soit l'individu ou la société. Et la loi est la seule à pouvoir mettre tout le monde d'accord. Voilà. Mais injuste, vous pouviez éventuellement parler de l'inutilité des lois. Si elle est inutile, elle paraît forcément injuste. Merci, on va passer au sujet numéro 2, toujours Ouais. dissertation. Savoir, est-ce ne rien croire? Un sujet qui fleure bon le complotisme. Oui, voilà, Vous avez pas mal voilà. de choses à dire là aussi. Hein. Là aussi, on est à la fois dans quelque chose de classique d'un point de vue cours de philosophie, l'opposition, je veux dire, conceptuelle entre croire et savoir, qui font partie d'ailleurs des repères conceptuels à maîtriser pour le bac. Donc Ouais. voilà, donc là, franchement, il n'y a pas de piège. Et en même temps, comme dirait l'autre, c'est très en référence à notre époque, hein, à l'heure des fake news, du conspirationnisme ou du complotisme, comme on l'appelle. Savoir, est-ce ne rien croire, hein, où les limites hein, entre le vrai, le faux, la croyance, la science sont complètement floues. Enfin voilà, c'est quand même... hein, alors là, c'est plutôt l'inverse. Parce que... oui, voilà, il y a plein de gens qui pensent savoir mieux que les autres. Enfin, voilà. Bon, il y a vraiment, voilà. Hein, est-ce qu'on peut distinguer en fait entre la vérité et les demi-vérités et les erreurs? Enfin voilà, quand on sait qu'il y a 10% des gens, soi-disant, qui croient que la Terre est plate, mais les gens qui croient que la Terre est plate croient le savoir. Voilà, c'est là que voilà. Hein, donc c'est sur le. Bon voilà. Donc c'est un problème sur les fondements de la connaissance. L'enjeu, c'est comment puis-je être sûr de ne pas me tromper. Le problème, c'est celui plus ou moins du relativisme, hein, qui finalement nous pourrit un peu tout. Voilà. Donc, en dehors de cette introduction qui pouvait donc partir vraiment de l'actualité, hein, voilà, on a une distinction à faire entre savoir et croire. Définissons ces deux repères conceptuels rapidement. A priori, ils s'opposent, effectivement, par définition, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils s'opposent? Est-ce que la croyance s'oppose forcément au savoir? D'accord. Est-ce ne rien croire? Est-ce que savoir, c'est ne rien croire? Voilà. Donc, savoir, c'est tenir quelque chose pour vrai en ayant des preuves. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai sans avoir de preuves. Et du coup, ne pas forcément être certain. Voilà. Hein, donc, la conséquence, ça doit être qu'on est plus, quand on sait, on est plus ou moins certain. Quand on croit, on est plus ou moins incertain. Je crois que le problème, ça serait un monde merveilleux si ceux qui n'avaient que des croyances en avaient conscience. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui croient des choses et qui croient le savoir. Voilà. Il faut Hein. exprimer quoi? Les convictions d'un côté, le doute de l'autre. Voilà. Bon. Mais le problème, c'est que personne si on doutait de nos connaissances douteuses, ça serait bien. Voilà. C'est-à-dire que des vérités sont en elles-mêmes incertaines, mais moi, j'y suis fort attaché. Voilà. Hein. Ceux qui pensent que la Terre est plate, vous n'arriverez pas à
expliquer qu'ils ont tort. Voilà. Alors, un plan après peut-être un peu classique. D'abord que oui, on reprend cette opposition. Savoir, croire, ça s'oppose parce qu'il y en a un qui a des preuves, pas l'autre. Moi, je pense à Bachelard, Gaston Bachelard sur la science qui dit l'opinion pense mal, elle ne pense pas. Enfin voilà, on va opposer un savoir en particulier scientifique avec toutes ces méthodes, cette rigueur de vérification, avec la croyance qui repose sur un certain nombre de préjugés, d'opinions mal fondées. On peut penser aussi à Descartes. Enfin voilà, je veux dire, l'habitude philosophique, c'est quand même de vous dire que un savoir fondé s'oppose à un savoir qui est mal fondé. Voilà. Après, dans un deuxième temps, allons vers quand même une transition sceptique. À force de vouloir prouver les choses, à un moment, on s'arrête à des choses qu'on doit forcément croire. Là, je pense à Pascal et ou Wittgenstein qui vont vous dire que paradoxalement, même le savant doit croire certaines choses. Savoir, est-ce ne rien croire? Non! À un moment, on arrive, nous disent ces gens, à des premières vérités, ce que Pascal appelle des vérités du cœur, qui sont des évidences, qui sont des certitudes, mais qu'on ne peut pas prouver parce que c'est les premières vérités. Enfin voilà, je veux dire, si vous ne commencez pas un moment à admettre une certaine vérité sans chercher à la prouver, alors vous admettrez jamais rien. Voilà, c'est l'idée que, voilà, c'est l'idée aussi très logique qu'on trouve chez Aristote, que vous pouvez démontrer avoir un raisonnement valide, mais si vos propositions de départ ne sont pas certaines, tout le raisonnement tombe à l'eau. Et pourtant, à un moment, il faut bien s'arrêter, je veux dire, sinon on tombe dans le scepticisme. Voilà, donc savoir est-ce ne rien croire? Non, le savoir lui-même repose sur des premières idées. Voilà. Après, bon, vous tranchez d'une manière ou d'une autre sur le côté est-ce qu'il faut. Et on peut parler de religion avec le terme croire. Là. Voilà, on peut parler éventuellement de religion. Moi, on peut parler. Voilà, c'est à la fois sur la vérité, sur la religion. Alors, moi, je sais pas. À mon avis, on serait plus sur la science, science et vérité. Parce que, la religion peut-être pour définir le savoir par rapport au croire positivement, mais je ne sais pas si ça nous entraînait trop vers... moi, j'aurais pas parlé plus que ça de la religion. D'accord, donc plutôt voilà. Plutôt sur la science et la vérité. La démonstration. Ouais, voilà, démonstration, voilà. Ok, très bien, on va passer au troisième sujet. La technique nous libère-t-elle de la nature? Technique, liberté, nature. Voilà, donc le trio gagnant. Le trio gagnant, voilà, ça permet de rajouter à la liste des notions qui ont été traitées. Donc strike, 3 en 1, voilà, la technique, la liberté, la nature. Bon, du coup, est-ce que technique égale... Mais là-dessus, sur ce genre de cas, on peut choisir de faire full technique et puis laisser un peu les autres de côté ou vaut mieux vraiment faire un mélange des trois? Non. Alors, mélange, non, parce que ici, la liberté, c'est plutôt le moyen terme entre technique et nature. Voilà, c'est un sujet classique, en fait, si vous voulez, de cours sur la définition de la technique et son rapport à la nature. Voilà. Finalement, la liberté, c'est une certaine manière d'interroger le rapport à la nature. Est-ce que ce sujet classique, on a pu le trouver sous d'autres formes? Est-ce que la technique nous éloigne de la nature, nous arrache à la nature? Voilà, donc, en tout cas, ce n'est pas la liberté qu'il va falloir... C'est un moyen terme qu'il va falloir définir à un moment par lequel on va pouvoir traiter le sujet. Mais l'objet d'étude, c'est le rapport entre la technique et la nature. D'accord? Voilà. Donc c'est ça, avec des présupposés qu'il faut interroger. Il y a l'idée que la nature nous a servi, nous contraint. Il y a l'idée que la technique nous libère, alors que elle peut au contraire nous dominer plutôt. Et puis il y a l'idée que la technique s'opposerait à la nature. Voilà, la technique nous libère-t-elle de la nature, que les deux s'opposent. Voilà. Et c'est plutôt ça, à mon avis, le présupposé principal. Voilà, c'est dans quelle mesure qu'on retrouve dans est-ce que ça nous éloigne ou ça nous arrache à la nature. C'est le rapport de la technique à la nature. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que le risque, un piège, si on veut en trouver un, ça aurait été de dire elle ne nous libère pas de la nature. Croire que c'était un sujet de techno, en fait, d'ingénieur, de montrer les limites. C'est une question philosophique sur le rapport de la technique à la nature. Et de ne pas dire, il ne nous libère pas assez parce que regardez, le Titanic, il a coulé, quoi. On ne peut pas lutter contre les tsunamis. Donc la technique ne nous libère pas complètement de la nature. J'ai peur qu'on se retrouve avec beaucoup de sujets comme ça, de copies comme ça. Voilà. Le but, ce n'était pas de savoir quelles sont les limites avec lesquelles la technique nous libère de la nature. C'est de savoir si c'est par essence, le but de la technique, de nous libérer de la nature. Voilà, vous comprenez. C'est pas est-ce qu'il y arrive plus ou moins, parce que si vous dites elle n'y arrive pas complètement, vous admettez que c'est ça son but. Or là, c'est un peu la question.
hein, Ok. quel est le rapport de la technique et la nature. Bon, alors un plan, si vous voulez. Bon, encore une fois, c'est un sujet de cours. Vraiment, je pense que là, on va retrouver des choses assez classiques. On peut aller assez vite. Bon, partir un peu sur notamment le mythe de Prométhée, hein, par lequel les hommes ayant été mal servis par la nature, c'est par la technique qu'ils vont trouver leurs propres moyens de subsistance. Donc, ce qui était au départ un défaut va devenir une qualité. Et effectivement, la technique, c'est le moyen par lequel l'homme s'oppose à la nature, se distingue de la nature, s'arrache à la nature, se libère, devient indépendant. Par définition, de toute façon, on pouvait le dire, hein, là, par définition. La nature, c'est ce qui ne dépend pas de l'activité de l'homme. Et la technique, c'est ce qui dépend de l'activité de l'homme, à peu près, hein, synonyme artificiel. Donc voilà, donc, par définition, on est là-dessus. Et puis dans un deuxième temps, montrer que d'abord, la technique, peut-être, ne nous libère pas de manière générale, hein, et puis aussi que il est dans la nature de l'homme d'être un être technique. Voilà, dans quelle mesure est-ce que la capacité qu'a l'homme de transformer, c'est pas déjà dans sa nature. Enfin, Donc voilà. c'est un plan en thèse-antithèse en fait. Ouais, Hein. voilà. Oui, Il y a non. thèse, antithèse. Moi, je ferai une troisième partie sur le risque de renverser la domination, enfin un peu la phrase de Descartes, nous rendre comme maître et possesseur de la nature. On va Voilà. devenir dépendant quoi. D'asservir la nature, hein, ce qui rejoint Ok. un peu un sujet, vous parliez pour les sujets généraux, une problématique sur la nature. Est-ce que le but c'est d'asservir à notre tour la nature? Peut-être petite finale écologique là-dessus. Ok, ça veut dire que finalement, oui, libérer la nature par la technique. Voilà, peut-être plutôt, hein, et pas l'asservir. Voilà, Ok. ouais. Ok, merci. C'était pour les 3 sujets de dissertation. On va passer au texte. Un texte un peu moins classique. C'est un texte de Freud, le sujet 4, Ouais. qui s'appelle Le poète et l'activité de fantaisie, qui parle de poésie et de jeu. Un texte assez joli. Comment il fallait le comprendre? C'est bien de dire que c'était assez joli. Alors, bon, il se trouve que là, le texte a un rapport avec son titre, alors que c'est quasiment jamais le cas. Hein, il faut surtout pas, voilà. Alors effectivement, moi je trouve que c'est assez original comme texte d'abord. Bon, alors d'abord c'est l'art, hein, Oui. évidemment c'est l'art comme chapitre. En particulier donc le poète, hein, voilà. Alors, juste avant de préciser, parce Ouais. que je précise que le sujet comportait une liste de questions pour les Voilà, bacheliers alors c'est technologiques. nouveau ça, c'est dans le nouveau programme Ouais, de techno. on va pas suivre l'énoncé, nous on va commenter le texte avec Voilà, on vous et va puis donner. on Voilà. répondra aux questions du coup dans le corrigé. On va pas suivre la trame qui a été donnée. Oui, voilà, on va donner un peu. Parce que, alors, la nouveauté, c'est que le candidat a le choix entre faire une explication autonome par Ouais, lui-même, hein, suivre un développement de son choix, ce qui se fait dans la série générale, tout à fait. Ouais. et puis au contraire, enfin, pas au contraire, mais à la différence, Ou céder la liste de questions qui est donnée avec voilà, le sujet. qui est en fait une manière de guider l'explication. Donc, c'est pour faire en fait une explication plus ou moins autonome, voilà. Et c'est pas au contraire, puisque au final, on va se retrouver à peu près avec les mêmes choses, hein, même si moi je trouve que la question commentaire, hein, par exemple, quel sens donner à partir de ce texte à l'idée d'un travail artistique, personnellement, je Ça trouve vous inspire pas ça beaucoup? m'inspire pas beaucoup. Alors le texte est joli, effectivement. Freud, on dirait presque Bergson, quoi. Voilà. En général, Freud sur l'art, il est un peu pompier. Là, voilà, c'est pas mal. Alors effectivement, c'est sur l'art, c'est sur la poésie. Il essaye de définir l'essence de l'art ou l'essence de la poésie en particulier. Alors, ça fonctionne, la logique fonctionne sur une comparaison, vous l'avez sans doute compris, ce qu'on voit dans les questions, avec le jeu pour un enfant. Voilà, donc il fait Ouais. une analogie, l'analogie étant une identité stricte de rapport. Donc le rapport du poète à l'activité poétique et ou artistique, et le rapport de l'enfant au jeu. Et donc finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'il passe les 2 tiers de cet extrait à parler non pas du poète, mais de l'enfant et du jeu, pour montrer en quoi un jeu est un jeu. Voilà. Et ça aussi, c'est intéressant. L'idée que le jeu n'est pas un jeu, comme on dit, c'est pour du beurre, etc. Le jeu n'est pas un jeu parce qu'on ne le prendrait pas au sérieux. Ça, c'est pas mal. Voilà, hein. Ça fait penser à Pascal qui dit que le joueur de poker, il a beau jouer, voilà, hein, s'il mise de l'argent, il va le prendre au sérieux. Donc le jeu, c'est pas ce qu'on ne prend pas au sérieux, c'est, nous dit-il,
ce qui est contraire à la réalité. Voilà, c'est la création d'un monde imaginaire qu'il prend très au sérieux, mais qui n'est pas dans la réalité. C'est pour ça qu'on retrouve ça chez Freud. Il y a le côté cathartique, c'est-à-dire satisfaire des désirs de manière plus ou moins fictive. Voilà, alors c'est original à la fois d'un point de vue de Freud et à la fois sur les définitions de l'art et de la poésie qu'on pourrait avoir dans des cours assez classiques en fait. Voilà, alors il commence d'ailleurs par quelque chose d'assez classique, hein, en disant on pense que tout le monde peut être poète. Alors on nous dit dans les questions d'ailleurs, ça vous rappelle quoi cette définition? Effectivement, ça fait penser au génie ou au talent, que ça ne serait pas donné à tout le monde, voilà. Donc lui, il essaye de définir un peu le naturel poète, voilà. Donc en fait, il veut montrer que l'art est pas la fibre artistique, mais disons le travail poétique consiste à créer un monde imaginaire qu'on prend au sérieux. Voilà. Après, moi, du coup, la question que j'aurais posée, c'est plutôt le rapport à la réalité, quoi. Voilà. Est-ce que l'art a pour but de... Parce que créer un monde imaginaire qu'on prend au sérieux, pour lui, le sérieux, on est chez Freud, le sérieux, c'est l'investissement affectif. Voilà. On ne dit pas c'est un jeu dans le sens c'est pas important, c'est l'investissement affectif. Pour moi, ça compte. Voilà. Donc finalement, moi, le problème, la question que j'aurais problématisée, c'est est-ce que l'art, la poésie consiste à créer un monde imaginaire, à s'évader, s'éloigner de la réalité. Enfin, voilà. Bon, dans tous les cas, il faut problématiser, d'accord. Comme je l'ai déjà dit, problématiser, ça consiste à se demander pour qui et pourquoi la thèse peut-elle être étonnante. Voilà, donc Kant, pourquoi pas. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup pensé à Bergson. Hein, on pourrait, On peut élargir sur d'autres auteurs en disant que... Oui, oui, alors attention, il ne faut pas que le texte devienne un prétexte pour parler des autres auteurs, Ouais. mais à l'occasion, pour problématiser, on peut parler d'autres auteurs. En tout cas, le texte, à mon avis, était assez plaisant. En plus, la logique de l'argumentation est assez simple. Voilà, hein, Ok. la logique de l'argumentation avec l'analogie avec le jeu d'enfant. Voilà, c'est un peu la poésie est un jeu d'enfant, c'est ça la thèse. C'est ça. Et si on La veut poésie est un jeu d'enfant. juste reprendre les questions, et pour bien être clair là-dessus, la question à laquelle l'auteur tente de répondre, c'est quoi? Quelle est l'essence de l'art en général et quelle est l'essence de la poésie en particulier? Quel est le but de la poésie, hein, carrément, hein, je pense. Ah ok. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Si vous n'avez rien ajouté sur le texte, on va dire que c'est acté. Et On merci va beaucoup. dire que c'est acté. Merci beaucoup pour ce corrigé. De rien. Merci Gilles d'être venu jusqu'à chez nous pour tout ça. Merci à vous d'avoir suivi le corrigé. J'espère que vous avez trouvé des réponses qui vous satisfassent et pas qui vous font stresser. Vous aurez les réponses bientôt, en tout cas les résultats. Merci d'avoir suivi le corrigé sur la chaîne de l'étudiant. Pour info, on se retrouve cet après-midi pour le corrigé du bac de français et des élèves de première. Et vous pouvez retrouver ces vidéos toute l'année de toute façon pour vos annales et vos révisions. A plus tard, merci beaucoup.